Philippe Zuberzan, bonjour. Vous êtes professeur associé à l'EM Lyon Business School, spécialiste des questions d'innovation. Alors après avoir sévi pendant 20 ans comme entrepreneur et dirigeant d'entreprise, vous accompagnez aujourd'hui les grands groupes sur ces questions d'innovation, de transformation, de rupture. Quels sont selon vous les 3 types d'innovation ? Alors classiquement, effectivement, on distingue d'un côté l'innovation plutôt continue, donc là c'est l'amélioration continue des produits et des services, un peu mieux, un peu plus économique, un peu moins cher. Donc là c'est par exemple quand Renault sort une nouvelle version de la Twingo ou d'un de ses modèles, donc différents éléments sont améliorés. La deuxième grande catégorie d'innovation, c'est ce qu'on va plutôt appeler la rupture. Donc là, c'est un nouveau produit, un nouveau service radicalement différent. Par exemple, quand Nestlé introduit Nespresso, c'est un produit qui ne correspond pas à ces lignes de marché traditionnelles, qui ne repose pas sur les mêmes compétences, puisqu'on va par exemple avoir de la distribution en direct, ce que Nestlé ne faisait jamais avant. Donc, continue d'un côté, rupture de l'autre. Les deux sont absolument nécessaires. On ne peut pas dire qu'il y en a un qui est plus important que l'autre. Ça, c'est un petit peu les deux grandes catégories. Dans la réalité, on a souvent aussi une troisième qui est un peu un mélange des deux. Qui est l'idéal, j'imagine. Alors, ça dépend des circonstances, mais quand, par exemple, Michelin sort un pneu, un pneu reste un pneu. C'est-à-dire que le principe du pneu n'a pas changé depuis 130 ans, sauf que la nature du pneu a considérablement changé. Et donc, à l'intérieur de quelque chose qui reste un petit peu semblable, on peut avoir dedans des technologies extrêmement avancées, extrêmement sophistiquées, qui en elles-mêmes constituent des ruptures. Donc, voilà, on a continu, rupture, et puis un mélange des deux sur les produits ou les modes de distribution qui va dépendre des circonstances et puis de ce que fait chaque entreprise. Et du coup, généralement, dans les grandes entreprises, il y a souvent beaucoup de bonnes intentions en matière d'innovation. Toutes les entreprises veulent innover pour croître, parce que c'est important de mettre l'innovation au cœur de leurs préoccupations. Néanmoins, on se rend compte souvent que les nouveaux business, ces business les plus innovants, sont souvent étouffés par le business historique, sur lequel repose la rentabilité de l'entreprise. Alors, comment résoudre ce problème, en fait ? Alors, c'est un vrai problème, effectivement. Je n'ai jamais rencontré d'entreprises qui me disent « nous, on ne veut pas innover ». Alors, effectivement, tout le monde veut innover. Les entreprises sont, pour la quasi-totalité, très conscientes des enjeux de l'environnement au sens large, des choses à faire, de la nécessité d'innover. Donc ça, la question ne se pose pas. Effectivement, ce qu'on observe, c'est que ces bonnes intentions entraînent des projets entrepreneuriaux, des initiatives d'innovation et qui sont effectivement étouffées. Alors, ça paraît illogique. Or, quand on regarde, on s'aperçoit qu'une grande entreprise, elle a 2 impératifs. Elle a évidemment un impératif d'innovation, que vous avez souligné, mais elle a aussi un impératif de protection et de renforcement de son activité existante. Or là, il y a un conflit entre les deux. Et donc, effectivement, on va avoir tendance à un peu étouffer les jeunes pousses parce qu'un business innovant, au début, il est petit, il ne rapporte pas encore beaucoup d'argent par rapport, on va dire, aux gros mastodontes. Donc, que faire ? Ce que l'on fait traditionnellement, c'est qu'on va tendance à séparer un peu les deux. Donc, physiquement Alors, physiquement, parfois, mais pas toujours. En tout cas, c'est de laisser une marge d'autonomie à l'activité innovante. Alors, elle est parfois totalement physiquement séparée, comme quand IBM lance sa division PC à la fin des années 70. IBM est très en retard, se dit « oh là là, il faut qu'on rattrape », mais si on le fait en interne, on va effectivement étouffer. Donc, il loge l'équipe physiquement très loin. Après, on a d'autres exemples comme Bouygues Telecom quand ils lancent leur activité low-cost B&U. Là, on a effectivement une séparation, mais qui n'est pas vraiment physique. On a juste une équipe marketing qui est différenciée, mais par contre, elle s'appuie sur tous les actifs et notamment la plateforme informatique et télécom de l'entreprise. Donc, c'est beaucoup plus une séparation qu'on pourrait appeler un peu soft qu'une séparation vraiment physique et matérielle. Mais en tout cas, un projet, je dirais, plus il est innovant, plus il faut lui donner une autonomie partielle ou complète pour à la fois protéger le business historique, parce qu'il ne faut pas le perturber, c'est une machine compliquée, et protéger la petite pousse qui a besoin d'espace et de temps pour grandir. Et comment fait-on pour que cette petite pousse ne soit pas vue comme la danseuse du PDG, justement ? C'est une vraie difficulté. Il y a besoin parfois un peu de vision, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un haut dans la structure qui dise « laissons-lui du temps, c'est important, on va voir ». Après, il y a des approches entrepreneuriales qui sont que on ne va pas forcément miser des sommes très importantes, ce qu'on appelle la perte acceptable. Et donc, les budgets au début, souvent, d'entités entrepreneuriales ne sont pas si importants que ça. Ils ne sont pas forcément visibles de tout en haut. Donc, je dirais que dans les grands équilibres, ce n'est pas des choses qui sont remises en question. Donc, il y a des approches un peu entrepreneuriales qui permettent effectivement qu'on ne les voit pas comme la danseuse, effectivement, où on va, pardonnez l'expression, claquer des sommes très importantes.
L'innovation entrepreneuriale, c'est pas forcément des très gros budgets, donc ça peut passer un peu dans les interstices, au moins dans les premières périodes. Et est-ce que justement de l'open innovation, faire de l'innovation avec une autre entreprise peut favoriser l'acceptation de ce nouveau business et son développement ? Ça devient aujourd'hui un élément indispensable. Aucune entreprise ne peut innover toute seule sur toute la chaîne de valeur. On est dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus ouvert, et donc il est complètement irréaliste pour une entreprise de dire « je vais tout faire moi-même ». Ça ne se voit plus. On a de multiples exemples où des choses très complexes sont faites alors avec des partenaires en amont ou en aval. On peut être en partenaire sur la distribution d'un produit innovant, sur la conception. On peut travailler avec des startups sur des sujets particuliers. On peut prendre des projets en interne qu'on va externaliser parce que finalement ça ne correspond pas trop à ce qu'on souhaite faire. Enfin, il y a de multiples façons et en résumé, dans un monde ouvert, il faut penser ouverture, il faut penser écosystème. Donc l'innovateur d'aujourd'hui, alors ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est vraiment aujourd'hui un impératif, c'est de penser système, interne, externe, en partenariat, en amont, en aval, etc. Il faut vraiment penser système, absolument. Et quelles sont les dernières innovations justement qui ont été l'objet de co-innovation, d'open innovation que vous auriez en tête ? Il y en a une qui nous a tous marqués, je crois, qui est celle du fameux vaccin Pfizer-BioNTech. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle Pfizer-BioNTech. Donc, BioNTech, c'est une start-up allemande fondée par des Turcs avec une technologie développée par une Américaine d'origine hongroise. Donc, on est déjà là dans quelque chose d'instantanément global. Cette start-up a été capable de mettre au point le vaccin. Quand il s'est agi de le fabriquer, eh bien, elle s'est appuyée sur Pfizer parce que fabriquer un vaccin, c'est incroyablement complexe. Pas la force de frappe de Pfizer. Le distribuer, c'est incroyablement complexe. Rappelez-vous des questions de température, etc. Donc là, on a eu un partenariat tout à fait exemplaire entre une start-up qui innove en amont et puis une très grande entreprise qui s'appuie sur son savoir-faire pour donner le résultat. On a eu 1 milliard de doses grâce à cette collaboration entre une petite start-up et un grand groupe. Et comment fait-on pour ne pas avoir une compétition entre ce business historique qui est générateur de rentabilité pour l'entreprise et ces nouveaux business en fait C'est un état d'esprit, c'est une question d'organisation. Voilà, cette compétition, elle existe de facto. Si vous voulez, quand Kodak voit arriver le numérique, elle a quand même son activité argentique. Elle ne peut pas se permettre de la tuer tout de suite, parce que sinon elle disparaît. Donc, encore une fois, l'idée de loger ça dans des entités un peu séparées permet de la distance crée aussi une facilité. Mais il y a là, c'est vraiment le rôle de la direction générale. C'est quelque part, il doit y avoir quelqu'un en haut, dans le COMEX en gros, qui est chargé de protéger le petit poussé avant qu'il devienne grand. Ça, c'est fondamental. Donc, on voit qu'il y a une dimension entrepreneuriale, il y a des choses qui émergent, mais il y a un enjeu de la direction générale qui est quand même quelque part de protéger cette innovation. Son implication. Absolument. Vous parliez du Covid, justement. Le Covid-19 a-t-il eu un impact finalement sur l'innovation et sur les enjeux qui y sont associés ? Est-ce que beaucoup de budgets ont été stoppés ? Est-ce que des priorités ont été revues ? Alors oui, il y a eu un impact immédiat puisqu'il y a eu un choc considérable. Donc il y a des projets qui ont été instantanément arrêtés puisque cette phase de sidération. On sort aujourd'hui de cette période, donc ça c'est assez heureux. Et on en sort avec plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est effectivement de se dire, voilà, on sort de la crise, il faut rebâtir des sources de croissance. Donc, je crois que l'innovation revient sur l'agenda des directions générales. En même temps, on sait aussi que le Covid va changer beaucoup de choses dans les mentalités. On parle du télétravail, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Il y a des choses qui étaient impossibles avant le Covid qui sont devenues possibles, et inversement. Donc, comme toute rupture, elle ouvre des possibles, elle enferme, et elle est quand même une incroyable opportunité pour les entreprises. Je pense que c'est l'enjeu majeur d'innovation, de se dire, on ne reviendra pas au monde d'avant. Le Covid a marqué des choses définitivement. Cette idée de monde d'après, elle reste assez théorique. On est dans un monde d'aujourd'hui, mais si on veut se projeter maintenant dans le futur, qui est vraiment le rôle de la stratégie et de l'innovation, eh bien c'est de se poser et de se dire comment bâtir une organisation qui va nous permettre d'être innovants dans les prochaines années. Et ça, pour moi, c'est l'enjeu du management. C'est pas juste d'inventer des produits, mais de mettre ou de remettre au point une organisation qui inventera ces produits. On
peut appeler ça de l'innovation managériale. Et pour moi, c'est vraiment l'enjeu des prochaines années. Et comment faire pour que cette créativité au niveau des salariés, justement, s'exprime alors qu'on est dans une situation où le corps social a été affaibli à cause de la pandémie et que les liens se sont distendus aussi et continuent à être un peu plus distendus avec le télétravail notamment? Alors ça, c'est une vraie difficulté, c'est un enjeu considérable. On ne créera pas une organisation innovante sur un collectif fragilisé. Et donc, ce que moi j'appelle la refondation de ce collectif, effectivement fragilisé par la crise, par les souffrances humaines, mais aussi par la distance, vous l'avez dit, eh bien, ce collectif doit être refondé. Ça n'est pas juste un objectif de la DRH, je pense que c'est un objectif stratégique. Refonder un collectif, c'est en fait travailler sur ce qui fonde un collectif, on le sait, c'est des croyances communes, moi j'appelle ça des modèles mentaux. Toute entreprise est définie par un noyau de modèles mentaux, de croyances fondamentales sur son environnement, sur ses marchés, ses clients, sur ses modes de management, etc. Et donc la meilleure façon, j'allais dire la seule, mais on va dire la meilleure façon justement de préparer à se reprojeter dans un avenir de façon innovante, c'est de refonder ce collectif, effectivement fragilisé par la crise, et de se dire, voilà, qui sommes-nous ? Et de clarifier cette identité, parce qu'on ne se projette dans le futur que quand on sait qui on est. C'est vrai pour les individus, la psychologie l'a montré depuis très longtemps, mais c'est aussi vrai pour les entreprises. Donc l'innovation doit être en première place, en place de choix des agendas des directions générales aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup Philippe Ziebersan. Merci.